Niger, le président Mohamed Bazoum prépare une riposte aux djihadistes. Il annonce de nouvelles opérations de nettoyage des villages qui abritent des éléments de Boko Haram et de l'État islamique. En Afrique du Sud, Jacob Zuma n'a pas été arrêté ce dimanche. L'ancien président a obtenu un sursis de sa peine et peut compter sur ses soutiens comme l'ex-secrétaire général de l'ANC, Assé Magashule. Et puis en Somalie, une attaque suicide a visé un commerce dans la capitale Mogadiscio. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées. Bilan évoqué par le gouvernement. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Cette riposte que prépare le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé ce week-end de nouvelles opérations militaires pour nettoyer les villages où se trouvent les djihadistes. Sont essentiellement visés Boko Haram et puis État islamique en Afrique de l'Ouest. Précision. Il y a au moins 2 villages nigériens où Boko Haram a pris pied. Un autre village est vraiment infesté. D'autres villages sont fréquentés par les éléments de Boko Haram, ce qui leur permet de couper les routes, a déclaré Bazoum lors d'une conférence de presse à Difa, au terme de 3 jours passés dans cette région du sud-est, victime depuis 2015 d'attaques djihadistes. Nous allons donner des instructions pour que ces villages soient nettoyés et nous allons entreprendre des opérations conjointes avec nos amis du Nigeria pour que des 2 côtés, nous vidions les villages de cette présence fréquente des éléments de Boko Haram, a-t-il ajouté. Des patrouilles, des fouilles et des interpellations seront également menées, y compris dans les villages désaffectés dont les habitants ont fui des exactions. Le président n'a pas donné de date de début des opérations. Sur le plan militaire, nous avons un bon rapport de force, mais l'ennemi se réorganise. Il a beaucoup de capacités, donc nous resterons très vigilants, a-t-il affirmé. Leur front a avancé. Ça dénote qu'ils ont élargi leur espace parce que géographiquement, la base de Boko Haram, c'est le lit et les îles du lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun, et la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria, a-t-il observé. Selon une source sécuritaire, les terroristes opèrent désormais de plus en plus à l'ouest et au sud de la région de Difa, loin du lac Tchad, leur rayon d'action habituel. Selon l'ONU, entre janvier et juin 2021, 9 attaques ont ciblé des positions des forces de défense et de sécurité FDS dans 2 villes qui ne sont pas riveraines du lac, dont Difa, la capitale régionale, et Maïné, Soroa, signe d'une dégradation de la situation sécuritaire. La région de Difa abrite 300 000 réfugiés nigérians et déplacés fuyant depuis 2015 les exactions des djihadistes selon l'ONU. En Éthiopie, dans un communiqué rendu public ce week-end, la Commission des droits humains, indépendante mais rattachée aux autorités fédérales, a exprimé son inquiétude sur la situation des civils dans la région du Tigré. Elle demande notamment des mesures urgentes pour assurer leur sûreté et leur sécurité. Le communiqué de la Commission éthiopienne des droits humains intervient à un moment critique de l'histoire du pays. Le Tigré a échappé en bonne partie au contrôle de l'armée fédérale après 8 mois d'une guerre meurtrière. Dans son communiqué de samedi, cette commission se signale aux belligérants, bien qu'à mots couverts. L'engagement en faveur du cessez-le-feu de toutes les parties au conflit, dit-elle notamment, est l'une des étapes critiques nécessaires pour améliorer la situation, sous-entendant que, comme l'ONU, elle appelle la rébellion tigréenne à se joindre à l'arrêt des combats décrétés par le gouvernement, ce qu'elle refuse pour l'instant de faire. La Commission rappelle aussi au gouvernement que la sûreté et la sécurité des civils doit être une priorité pour lui. Elle s'inquiète des informations faisant état de coupures des télécommunications et de l'eau dans le Tigré, dans des zones déjà durement touchées par l'absence de système de soins et de services bancaires. La Commission évoque aussi des arrestations de journalistes et de civils tigréens dans la capitale Addis Abeba, soulignant que de telles mesures aggravent les inquiétudes du public quant au risque de profilage ethnique.
En Afrique du Sud, Jacob Zuma ne s'est pas fait prisonnier. Ce dimanche, l'ancien président a obtenu un sursis de l'exécution de sa peine de 15 mois. Un réexamen est donc prévu pour le 12 juillet prochain, mais Jacob Zuma peut toujours compter sur ses soutiens, comme le témoigne l'ancien secrétaire général de l'ANC, Assé Magashule. Le président Zuma est le président Zuma. Il a toujours respecté la constitution de ce pays. Il a tout le temps respecté la loi. Il est l'un de ceux qui se sont vraiment battus pour la liberté, même s'il y en aura toujours pour dire Zuma, Zuma, Zuma. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Nous, ceux qui avons vraiment souffert sous l'apartheid, qui avons été exploités, harcelés, nous savons qui il est. We know who Zuma is. Well, I'm definitely sure South Africans. Je suis absolument convaincu que les Sud-Africains, les sections de l'ANC, tout le monde, les jeunes, les étudiants, les pauvres, la classe ouvrière, verront ce qui est vraiment en train de se passer en Afrique du Sud. Et la vérité sera toujours de notre côté. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas disposés à écouter je ne sais quelle instruction que va nous donner la direction de l'ANC. Parce que nous les voyons et nous savons que ces gens ont été des lâches dans le combat pour la vérité. Au Sénégal, des dizaines de manifestantes se revendiquant comme féministes ont dénoncé à visage découvert le laxisme notamment de la justice et la trop grande tolérance de la société sénégalaise envers les violences faites aux femmes. C'était à Dakar ce week-end. Elles étaient une trentaine, réunies sur la place de la Nation à l'appel du tout nouveau collectif des féministes au Sénégal contre les violences faites aux femmes, créé après une nouvelle affaire de viol d'une adolescente. Louise est le pseudonyme d'une jeune fille d'une quinzaine d'années qui a porté plainte en mai pour viol contre un de ses condisciples du lycée français de Saly, une station balnéaire située au sud de Dakar. On est là pour toutes les Louises et on est particulièrement là pour une Louise qui a été violée, filmée, et ce film pornographique d'une mineure a été partagé et l'auteur ne s'est pas inquiété avant que nous, les féministes, nous nous organisons et que nous dénoncions cela. L'accusé, qui a évoqué une relation consentie, est un jeune homme de 19 ans, fils d'un célèbre journaliste, ce qui a amplifié le retentissement médiatique de l'affaire. Malgré la plainte, rien n'aurait été fait pendant un mois. La majeure partie des cas n'arrivent même pas à la justice. Et quand ça arrive à la justice, on cherche toujours à savoir qu'est-ce que la victime a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir mérité ce viol? Qu'est-ce qu'elle portait? Où est-ce qu'elle était? Pourquoi sa mère ne la surveillait pas? Même quand on est en face d'enfants de 2 ou de 3 ans, on cherche des justifications, on cherche à apaiser le violeur. Et c'est ça qui n'est pas normal. La porte-parole du nouveau collectif a réclamé devant la presse que la loi de 2019, qui a fait du viol un crime passible de la prison à perpétuité et non plus un délit, soit appliquée dans toute sa rigueur. Chez nos maisons, dans nos maisons, si on ne se sent pas en sécurité dans la rue et qu'on ne se sent absolument pas en sécurité avec l'État et la justice, il y a un problème. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés dans une attaque suicide menée par les islamistes Chebab. Ils ont visé un salon de thé dans la capitale Mogadiscio, selon un bilan communiqué par le gouvernement. Des sources interrogées par l'AFP vendredi avaient fait état d'un premier bilan d'au moins 4 morts et 8 blessés. Le 2 juillet au soir, un kamikaze portant une ceinture d'explosifs a fait exploser son dispositif près de l'hôtel Djouba, tuant au moins 10 personnes et en blessant des dizaines, a affirmé le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme dans un communiqué samedi matin. L'attaque a eu lieu à 1 heure d'affluence, alors que les victimes profitaient d'un salon de thé, ajoute-t-il, dénonçant une nouvelle attaque criminelle des Chebab. Les Chebab, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, ont revendiqué cet attentat dans un communiqué vendredi soir, affirmant avoir tué 15 éléments du renseignement gouvernemental, de la police et de la milice, et en avoir blessé 22 autres. Selon les sources interrogées par l'AFP vendredi, l'attaque a eu lieu vers 17h30 local, soit 14h30 GMT, dans un salon de thé situé à quelques centaines de mètres du siège de l'agence des renseignements somaliens, NISA. L'établissement était bondé lorsque l'explosion s'est produite, avait précisé Abdi Karim Ali, un témoin.
D'après certaines sources, ce lieu est fréquenté par des civils, mais aussi par des membres des forces de sécurité somaliennes. Les Chebabs, qui ont juré la perte du fragile gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des attaques contre des objectifs gouvernementaux et des civils à Mogadiscio. Ils ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours d'importantes zones rurales dans le pays. Au Japon, des secouristes étaient ce dimanche à la recherche d'éventuels survivants dans la localité côtière d'Atami, qui est le théâtre d'une énorme coulée de boue, grimpant sur des toits fissurés et fouillant des voitures projetées sur des bâtiments alors que de nouvelles pluies s'abattaient sur la région. La mort de 2 femmes a été confirmée après le glissement de terrain qui a endeuillé samedi la station thermale d'Atami, dans le centre du Japon. Au moins 19 personnes ont été secourues et une vingtaine d'autres sont toujours portées disparues selon le porte-parole du centre de gestion des catastrophes à Atami. Il a estimé que quelques 130 maisons et bâtiments avaient été endommagés dans la ville où des engins de déblaiement étaient à l'œuvre dimanche. Les opérations de recherche se déroulaient par intermittence en raison du mauvais temps. Des torrents de boue ont traversé une partie de la localité samedi matin, après des jours de fortes pluies, balayant des maisons à flanc de collines et transformant les zones résidentielles en bourbiers. La localité d'Atami, située à environ 90 km au sud-ouest de Tokyo, a reçu vendredi et samedi 313 mm de pluie en 48 heures, alors qu'elle enregistre en moyenne chaque année 242 mm pour l'ensemble du mois de juillet. Selon des scientifiques, les inondations et glissements de terrain sont accentués par le changement climatique. En 2018, des inondations dans l'ouest du Japon avaient tué plus de 200 personnes. Environ 2800 foyers ont été privés d'électricité à Atami, où des survivants ont été installés dans des abris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.